Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la fonction du second degré. C'est la deuxième capsule qu'on réalise à ce sujet et aujourd'hui on va aborder le problème de la fonction du second degré sous l'angle graphique. Alors avant de commencer, je vais te donner un petit élément de contexte afin de concrétiser un petit peu la description graphique qu'on va faire de la fonction du second degré. Donc on va reprendre le couple de deux jeunes agriculteurs qui ont acheté un terrain dans la capsule précédente. Et cette fois-ci, il y a une autre annonce dans le journal qui parle d'une clôture de 20 mètres à vendre. Et ce qui intéresse fortement notre jeune couple, puisqu'ils viennent d'acheter un terrain et qu'ils aimeraient créer une clôture afin que les vaches soient bien gardées sur le terrain qu'ils viennent d'acheter. Et la question que se pose la jeune fermière, à nouveau, c'est comment obtenir la surface maximale avec une clôture de 20 mètres dans ce champ qui apparaît ici. Alors de nouveau, on sait déjà qu'elle est très forte en maths, et donc elle va résoudre ce problème assez aisément en posant de nouveau des inconnus. Elle va faire l'hypothèse que la petite clôture qu'elle va créer a un côté X et un côté Y. Donc elle part du principe qu'elle va créer une petite zone délimitée de forme rectangulaire, et c'est pour ça qu'elle pose ces inconnus-là. Et elle écrit donc les données du problème, notamment que le périmètre de ce rectangle, eh bien, c'est effectivement la longueur de la clôture, donc c'est 20 mètres. Et donc, elle peut écrire que 2x plus 2y, c'est égal à p, c'est donc égal à 20 mètres. Et que l'air qu'elle cherche à maximiser, eh bien, vaut x fois y. Ensuite, on a un problème de deux équations à deux inconnus. On peut exprimer, dans la première équation, on exprime y. Ensuite, on exprime l'air, où on remplace la valeur qu'on a trouvée de y dans cette expression-ci. Et alors en fait, ici, jusque-là, c'est tout à fait similaire à ce qu'on a vu dans la capsule précédente, sauf qu'ici, ce qu'on cherche à maximiser, c'est bien l'air. Donc ce qu'on cherche à exprimer, c'est la fonction de l'air qui dépend d'un des deux côtés. En l'occurrence, ici, on exprime l'air en fonction de x, qui est la largeur du terrain rectangulaire délimité par la clôture. Et donc on voit que cette aire, elle est une fonction de x et en particulier une fonction du second degré. Et donc la question maintenant, c'est comment obtenir le x, donc la largeur, qui maximise la surface du petit terrain délimité par la clôture. Et c'est la question qu'on va se poser ensemble maintenant. Comment répondre à ce problème-là? Alors, un petit rappel d'abord de tout ce qu'on a vu dans la capsule précédente. Donc, on était parti de l'équation du second degré qui apparaît ici, en fait, qui revient à chercher les racines, ou plutôt les zéros, les solutions de la fonction du second degré. Et on avait vu qu'il y a un paramètre tout à fait important et capital qu'on appelle le discriminant et qu'on note delta, et qui vaut b carré moins 4ac, où b carré, pardon, où b a, C sont les paramètres qu'on voit apparaître ici dans l'équation du second degré. On fait l'hypothèse naturellement que A est différent de 0, sinon on se retrouve dans un problème du premier degré, comme on l'a vu dans la capsule précédente. On avait également vu que lorsque delta est strictement positif, on obtient deux racines distinctes qui sont données par cette expression-ci. On avait vu notamment la notation indicielle qui revient à dire qu'on a deux solutions, l'une qui sélectionne le plus, l'autre qui sélectionne le moins. Lorsque delta est nul, on a une solution qu'on dit double, une racine double. Il n'y a en fait qu'une seule solution. Et quand le delta est négatif, eh bien, il n'y a tout simplement pas de solution. D'où le fait qu'on appelle ce paramètre delta le discriminant, car il permet de séparer en différents cas les solutions de l'équation du second degré. On avait également vu que lorsque delta est positif ou nul, le polynôme du second degré qui est écrit ici peut être factorisé de la sorte. Et on avait aussi vu la relation de la somme des deux solutions qui vaut moins b sur a et le produit des deux solutions qui vaut c sur a. Alors ensuite, on va repartir de cette équation du second degré et on avait vu pour la résoudre qu'on pouvait en fait la comparer à une forme tout à fait similaire ici que je rappelle et qui est simplement alpha fois une quantité au carré plus gamma. Et on avait vu qu'en l'égalisant avec cette expression-ci, on parvenait à trouver les solutions, les racines du polynôme du second degré.
Je rappelle un petit peu le raisonnement ici. Donc, on va développer cette expression-ci pour obtenir cette expression-là. Comme toujours, s'il y a des développements, des étapes qui manquent pour toi dans la vidéo, eh bien, je te conseille de sortir crayon, papier et d'essayer de dériver ça par toi-même. Comme ça, ici, tu vois la réponse que tu es censé obtenir lorsque tu développes ce terme-ci. Et on avait montré que si cette quantité-là et cette quantité-là sont égales, eh bien, ça signifie que le paramètre devant x carré doit être égal au paramètre ici devant x carré, autrement dit que alpha est égal à A, ici au fait que moins 2 alpha bêta est égal à B, et que alpha bêta carré plus gamma est égal à C. On avait du coup écrit un petit système d'équations où on voit A, B, C apparaître en fonction de alpha, bêta, gamma, et on avait inversé les relations dans ce système afin d'obtenir alpha, bêta, gamma en fonction de A, B, C. Et on avait obtenu toutes ces expressions-ci. Cette expression-là, lorsqu'on la met au même dénominateur, on obtient ceci, et on reconnaît du coup le delta qui apparaît là. Autrement dit, si maintenant je reviens à notre expression, donc ici on a vraiment une équivalence entre le polynôme du second degré et cette expression-ci qu'on a utilisée pour résoudre l'équation. Et maintenant, je peux remplacer le alpha, le bêta et le gamma par les valeurs qui sont données juste ici pour obtenir cette expression-ci. Le alpha, je l'ai remplacé par A, comme l'indique cette équation. Le bêta, je l'ai remplacé par moins B sur 2A, comme l'indique cette expression. Et le gamma, je l'ai remplacé par moins delta sur 4A, comme l'indique cette expression. Voilà, je t'encourage à refaire les développements par toi-même s'il y a de nouveau des étapes qui manquent selon toi. Et je vais continuer. On voit donc que cette fonction-là peut être exprimée comme ceci. Et c'est ce que je vais écrire ici. Ça va être la base de notre discussion graphique concernant la fonction du second degré. Je l'écris ici. On a bien cette équivalence d'écriture entre les deux. Ces deux expressions doivent bien être égales. D'ailleurs, je te conseille, si ce n'est pas encore tout à fait clair pour toi, de redévelopper cette expression-ci pour montrer que tu retombes bien sur cette expression-là. Avant de continuer dans la discussion graphique, j'aimerais bien te montrer une approche beaucoup plus rapide pour obtenir ce résultat qui est écrit ici. Repartons de la fonction du second degré. Elle est un petit peu plus artificielle, cette méthode, mais comme tu le verras, beaucoup plus rapide. Ici, on va mettre le A en évidence. On sait que A est différent de 0 puisqu'on s'intéresse à un problème du second degré. Donc, c'est A au dénominateur ne pose aucun problème. Et on peut bien mettre ce A en évidence. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle en mathématiques un artifice de calcul. Donc, je vais ici faire apparaître un terme que je mets au carré et je vais retirer le terme en trop. Alors, je m'explique. Ce terme-ci, lorsque je le développe, eh bien, ça donne x carré plus b sur a fois x plus b carré sur 4a carré. Ça, c'est un produit remarquable. Et donc, on voit que pour que l'égalité soit vérifiée, je dois avoir du x carré plus b sur a fois x qui apparaît là. Et j'ajoute ce terme-ci. Donc, je dois le retrancher dans l'expression que j'ai écrite ici. Et puis le C sur A qui était déjà présent ici dans le C sur A. Donc, c'est pourquoi j'écris l'expression comme ceci et où je retranche le terme qui apparaît en trop dans cette expression. Donc, je fais apparaître un produit remarquable, donc expressément. C'est ce qu'on appelle en fait un artifice de calcul. Ici, eh bien, je mets au même dénominateur ces deux éléments. Donc, j'obtiens ceci. Et finalement, je distribue le A, qui apparaît donc ici. Et alors, les A carrés deviennent simplement un A ici. Et en fait, j'ai réobtenu le résultat qui est écrit ici. AX carré plus BX plus C, c'est bien égal, on vient de le démontrer, à A fois X plus B sur 2A pardon, au carré, moins delta sur 4A. C'est ce qui est écrit ici. On voit qu'on peut l'obtenir beaucoup plus rapidement en faisant ce petit artifice de calcul, plutôt que de passer par les paramètres alpha, bêta, gamma, et de voir l'équivalence entre les deux expressions. Ici, vraiment, on va beaucoup plus vite, mais disons qu'il fallait y penser. Et donc, c'est un petit peu plus artificiel comme manière de procéder, mais beaucoup plus rapide. Et donc voilà, je voulais te montrer les deux méthodes pour parvenir à cette expression qui apparaît ici. Alors, cette expression, comme je le disais, ça va être la base de notre discussion graphique concernant la fonction du second degré. Et la question qu'on va se poser, c'est comment interpréter ceci à partir du graphe de x carré. Et alors là, il y a deux capsules qui vont être très importantes pour comprendre tout ça. Ce sont les capsules sur les transformations graphiques. Les deux capsules vont être importantes, donc je t'engage à vraiment regarder ces capsules
avant de poursuivre cette capsule-ci, si ce n'est pas encore fait, car on va beaucoup se baser sur ce qu'on a appris dans ces capsules pour la discussion qui suit. Alors, petit rappel sans doute, pour commencer, on va s'intéresser au graphe de x carré. Tu sais déjà sans doute qu'il s'agit d'une parabole, mais je vais te rappeler comment on trace le graphe de cette fonction. Donc, on va s'intéresser aux valeurs que prend x et donc aux valeurs que prend la fonction x carré. Si je considère par exemple que x vaut 0, eh bien x carré vaut 0. Donc, cette fonction passe par l'origine. C'est ce qui est dessiné ici. Ensuite, si je m'intéresse au nombre 1, eh bien 1 au carré, ça nous fait 1. Donc, elle passe par ici. Ensuite, si je m'intéresse au nombre 1 demi au carré, ça fait 1 quart. C'est le nombre qui apparaît ici, qui a une ordonnée de 1 quart et qui se trouve en 1 demi sur l'axe des abscisses. Quand x est égal à 2, x carré est égal à 4. Donc ici, x égale à 2, c'est l'abscisse, on se retrouve en 4. Et donc, on voit que la première branche de la parabole apparaît ici. Et donc ça, c'est x carré pour les x positifs. Maintenant, si je considère un x négatif, moins 1 au carré, eh bien, ça donne 1. C'est ce qu'on observe là. Voici le point qui apparaît là. Moins 1 demi au carré, eh bien, ça donne 1 quart. Donc, on a un deuxième point qui apparaît. Moins 2 au carré, ça donne 4, pardon. Ce qui nous fait du coup la deuxième branche qui apparaît. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que la fonction est paire. La fonction x carré est effectivement paire, puisque f de moins x est égal à x. En effet, le moins sera toujours absorbé par la mise au carré, ce qui montre que cette fonction est bien paire. Et d'ailleurs, son graphique est parfaitement symétrique par rapport à l'axe vertical des ordonnées. Donc, voici le graphique de x carré. Ça va être la base pour la suite de notre discussion. Et donc, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une parabole. Et en fait, la parabole, c'est véritablement le graphique de toutes les fonctions du second degré que tu rencontreras, comme on va le voir maintenant. Donc, repartons de cette parabole et repartons également de l'expression que nous sommes parvenus à obtenir juste précédemment et qui apparaît ici. Et alors, pour la discussion, je vais commencer par faire une hypothèse afin de faciliter la discussion graphique, qui est que les paramètres A, B et C sont positifs. Alors, pour passer de x carré à cette expression-ci, qu'est-ce que je vais faire premièrement? Eh bien, on voit qu'on ajoute un terme ici qui est positif à x, ce qui signifie que la fonction x carré, comme on l'a vu dans la capsule sur les transformations graphiques, lorsqu'on ajoute un nombre à la variable x dans la fonction, eh bien on sait qu'il va y avoir une translation horizontale, en l'occurrence une translation vers la gauche, car ici b sur 2a est un nombre positif. Et ici je représente ce moins b sur 2a qui est mis à gauche, et ce qui signifie que la fonction x plus b sur 2a au carré, que j'ai représenté en noir ici, est décalée de b sur 2a vers la gauche par rapport à la fonction x carré qui apparaît ici. Donc la première opération qu'on va observer, c'est bien une translation vers la gauche de b sur 2a. Alors ensuite, on voit que la fonction qu'on veut obtenir, à partir de la fonction x carré, on est parvenu maintenant à obtenir x plus b sur 2a, le tout au carré. Eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On voit qu'il y a un paramètre a ici qui apparaît. Donc on va devoir multiplier cette fonction qui apparaît en noir par un paramètre a. On va faire l'hypothèse que ce paramètre a est plus grand que 1. Une hypothèse supplémentaire, ce qui signifie qu'on va avoir un étirement vertical d'un facteur a. Je la dessine ici. Ce qu'on obtient ici, à partir du graphe grisé ici, c'est une parabole étirée verticalement d'un paramètre a. Et donc, le graphe qu'on obtient ici, c'est bien la parabole a fois x plus b sur 2a, le tout au carré. Donc, on est parvenu à obtenir cette parabole-ci à partir de la fonction x carré, simplement par les transformations graphiques. Et le dernier élément qui nous manque pour décrire en toute généralité la fonction du second degré qui apparaît ici, eh bien c'est ce terme moins delta sur 4a. Alors, ce terme, en fait, il revient tout simplement à ajouter ou à soustraire un nombre à la fonction dans sa globalité, ce qui revient à faire une translation verticale vers le haut ou vers le bas en fonction du signe de ce nombre qu'on ajoute à la fonction. Et ça, de nouveau, je te renvoie à la capsule sur les transformations graphiques si cela n'est pas clair pour toi.
Donc, comme je le disais, on va avoir une translation verticale. Alors, dans le cas où delta égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ce terme-là n'existe pas. Et donc, la fonction telle qu'on l'a dessinée ici est la fonction ax carré plus bx plus c dans le cas où delta vaut 0. Donc, on remarque qu'il y a une seule racine. Cette parabole ne croise qu'une seule fois l'axe des x, et cette racine, elle vaut moins b sur 2a. Ça, c'est un résultat qu'on avait déjà obtenu d'une manière algébrique et qui apparaît ici. On avait vu effectivement que quand delta égale 0, la fonction du second degré ne possède qu'une racine et que cette racine est moins b sur 2a. C'est exactement ce qu'on observe graphiquement par cette transformation graphique. Ensuite, on peut se poser la question, et si delta est négatif? Dans le cas où delta est négatif, qu'est-ce qui se passe? Ce terme-ci devient positif puisqu'il y a un moins devant, que le delta est négatif et que le a est par hypothèse positif. Donc ce terme-ci devient positif. Ce qui signifie que la fonction qu'on a ici originellement, elle va passer à un nombre. Ici, si je fais l'hypothèse que le moins delta sur 4a se retrouve ici, eh bien la parabole, elle va se retrouver ici dans le cas où delta est négatif. Elle va être translatée vers le haut, car ce terme-ci est positif. Et si on ajoute un terme positif à une fonction, on a vu que son graphe se déplace vers le haut de cette quantité. Et donc, on voit que quand delta est négatif, la fonction ne croise jamais l'axe des x, ce qui signifie qu'il n'y a pas de racine, il n'y a aucune valeur de x qui permette d'annuler cette fonction. Et c'est cohérent avec ce qu'on a vu de manière algébrique. Lorsque delta est négatif, eh bien la fonction du second degré n'admet aucune racine, il n'y a aucun zéro, il n'y a aucune valeur de x qui permette d'annuler cette fonction, elle ne croise jamais l'axe des abscisses. On voit aussi quelque chose d'intéressant ici, c'est que le sommet de cette parabole, qui apparaît ici, qui est un minimum dans ce cas-ci, puisque la concavité de la parabole est tournée vers le haut, eh bien ce sommet, il est simplement donné par l'abscisse moins b sur 2a et par l'ordonnée moins delta sur 4a. Ça, c'est une propriété très importante des paraboles, c'est que leur sommet est donné par cette expression. Alors maintenant, le dernier cas qu'on n'a pas encore étudié, c'est le cas évidemment où delta est strictement positif. Et là, tu t'en doutes, on va trouver deux racines. Pourquoi? Car ce terme-ci, si delta est positif, a est positif, et bien ce terme-ci est négatif. Et donc, on va avoir une translation verticale vers le bas. Et si je fais l'hypothèse que le delta sur 4a se retrouve ici, eh bien, notre parabole, elle va être translatée vers le bas d'une distance moins delta sur 4a. Et donc, on voit qu'effectivement, lorsque delta est positif, il y a deux racines. Ces deux racines, on les a évaluées dans la capsule précédente. Elles valent moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Je vais les écrire ici. On a donc deux racines. La parabole croise en 2 points l'axe des x, et on sait que ces racines sont symétriquement, on le voit en tout cas, elles sont symétriquement distribuées par rapport à cet axe qui passe par moins b sur 2a. À nouveau, le sommet de la parabole est le même que dans le cas précédent. Il est bien en moins b sur 2a et en moins delta sur 4a. On le voit ici. Donc c'est en fait tout à fait général de dire que le sommet d'une parabole, qu'elle soit avec un delta positif ou avec un delta négatif ou avec un delta nul, le sommet d'une parabole est toujours donné par cette expression-ci. Alors, comme je le disais à l'instant, on remarque qu'il y a un axe de symétrie qui provient du fait qu'à la base, notre fonction x carré qu'on a utilisée au tout départ, c'est une fonction paire, qui est donc symétrique par rapport à l'axe central. Cette fois-ci, la fonction elle a été déplacée, elle n'est plus paire, elle n'est plus symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, mais en revanche, elle est symétrique par rapport à son propre axe, son axe de symétrie qui passe par la droite, x égale moins b sur 2a, qui passe par ce point en moins b sur 2a ici. Et ce qui est intéressant de remarquer avec cet axe de symétrie, c'est que les solutions sont distribuées parfaitement symétriquement par rapport à cet axe. Et il en va de même pour chaque point qui se trouve de part et d'autre de l'axe de symétrie. C'est précisément pour ça qu'on l'appelle un axe de symétrie. Par exemple, ce point-là est distribué symétriquement par rapport à ce point-là, etc., etc. C'est pour ça qu'on a cet axe de symétrie. Autrement dit, la solution x plus qui apparaît ici, qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a, et la solution x moins qui apparaît ici, si on prend leur moyenne, eh bien on est censé retomber sur cet axe de symétrie. C'est ce que je vais écrire ici. Si on fait la moyenne de x plus et x moins sur l'axe des abscisses, eh bien on est censé retomber sur moins b sur 2a.
Et ça, c'est effectivement un résultat qu'on connaît déjà. Si je multiplie tout ça par 2, eh bien, je retombe sur une relation fondamentale qu'on a vue et qu'on a déterminée de manière algébrique, qui est que la somme des deux solutions d'une fonction du second degré vaut moins b sur a. C'est exactement ce qu'on observe graphiquement ici, la moyenne. On voit que la moyenne de ces deux solutions nous donne bien moins b sur 2a. On tombe exactement au milieu de cet axe de symétrie. Et donc, on vérifie de nouveau cette relation fondamentale, mais graphiquement. Alors, il y a une question que tu dois te poser, c'est, au tout départ, on a fait une hypothèse qui peut sembler assez forte, qui est que les paramètres a, b, c sont positifs. Alors, en fait, tout ce que je viens de discuter est tout à fait général, hein, on l'a vu algébriquement, hein, quand delta égale 0, on a une racine, quand delta est négatif, on n'a pas de racine, et quand delta est positif, on a bien deux racines. Donc, tout ce que je viens de dire, en fait, est tout à fait général, peu importe le signe de ces paramètres. Et pour te le montrer, je vais prendre un autre cas, par exemple, le cas où A est négatif cette fois-ci et où B et C sont positifs. Et donc, je vais repartir de x carré. D'ailleurs, si tu as bien compris le raisonnement qu'on vient de faire, tu peux refaire tout le raisonnement et essayer de dessiner cette parabole générale à partir de cette expression-ci et en partant du graphe de x carré, en effectuant toutes les transformations graphiques nécessaires pour obtenir finalement la fonction qu'on cherche à dessiner. Et en partant de ces hypothèses-là. Donc, premièrement, ce qu'on cherche à obtenir, c'est partir de x carré et lui ajouter b sur 2a. Mais cette fois-ci, a est négatif et b est positif. Donc ce terme-ci est négatif. Autrement dit, quand on soustrait un nombre à x, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une translation vers la droite de b sur 2a. Donc cette fois-ci, moins b sur 2a se retrouve à droite, puisque cette quantité-ci, b sur a, est négative. Donc moins b sur 2a est bien positif. C'est ce qu'on observe ici. On a donc une translation d'une amplitude b sur 2a qui se fait vers la droite. Et donc ça, c'est ce qu'on observe ici en première étape. Et donc ça, c'est le graphe en noir qui apparaît ici de la fonction x plus b sur 2a lorsque b est positif et a est négatif. Voici le premier résultat. Alors on voit qu'ensuite, on va procéder de la même manière, on multiplie la fonction par a. Alors ici, ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est que a est négatif. Donc en fait, on a deux opérations qui sont contenues dans cette multiplication par a, qui est en fait un étirement vertical d'un facteur a, mais également un retournement, car a est négatif. Et je te rappelle que lorsqu'on multiplie une fonction par moins 1, eh bien on retourne cette fonction par rapport à l'axe des x. C'est ce qu'on a vu dans la deuxième capsule dédiée aux transformations graphiques. Donc ici, on va étirer d'un facteur a positif, et on va retourner la fonction car a est négatif. C'est ce qu'on va faire ici. On voit qu'on a étiré la fonction et qu'on l'a également retournée. Et on voit une autre propriété fondamentale des paraboles, qui est en fait que le signe de a indique l'orientation de la parabole. On a vu également dans le cas précédent que pour un a positif, la parabole reste tournée vers le haut, alors qu'ici, on voit que pour un a négatif, eh bien, la parabole doit être retournée, tout simplement parce que lorsqu'on multiplie une fonction par un nombre négatif, eh bien, il y a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe x qui s'opère, et donc on doit retourner la fonction. Et en plus, ici, on doit l'étirer d'un facteur a, qui apparaît ici. Donc voici pour la parabole a fois x plus b sur 2a, le tout au carré. Lorsque a est négatif, elle apparaît ici. Alors ensuite, dernier élément qu'on voit apparaître ici, c'est le moins delta sur 4a. Alors on va procéder de la même manière, hein. Comme tu l'as compris, ce moins delta sur 4a, en fait, ça revient à ajouter ou soustraire un nombre à la fonction. Et donc, il va falloir déterminer si ce nombre est positif ou négatif. Dans le premier cas, eh bien, si delta égale 0, que se passe-t-il? Eh bien, de la même manière que dans le cas précédent, il ne se passe rien. On voit que si delta est nul, eh bien, ce terme disparaît. Et donc, on a déjà dessiné la parabole telle qu'on la cherche depuis le début. Elle est ici, et on voit en particulier que cette parabole ne croise qu'une seule fois l'axe des x. Il y a bien une racine double, qui vaut moins b sur 2a, comme dans le cas précédent. On voit que cette racine, elle apparaît ici. Le deuxième cas, c'est le cas où delta est négatif. Et donc ici, j'ajoute ce terme delta qui apparaît ici. Alors il faut s'imaginer que si le delta est négatif, le a est négatif, cela signifie que ceci est positif, et on soustrait un nombre positif, donc on a bien moins quelque chose. Et donc, ce moins delta sur 4a va apparaître dans les négatifs, hein, puisque, je répète, le delta est négatif, a est négatif, donc cette quantité est positive, donc avec un moins devant,
la totalité de la quantité est bien négative, et donc la parabole va être déplacée de ce facteur moins delta sur 4a vers le bas, et c'est ce qu'on observe ici. Et ça signifie que dans ce cas-là, on a bien 0 racine, comme on s'y attendait, conformément à la discussion algébrique qu'on avait eue dans la première capsule. Donc jusqu'ici, tout est conforme. Et on voit de nouveau, d'ailleurs, que le sommet de la parabole se trouve en moins b sur 2a et en moins delta sur 4a pour l'ordonnée. Donc ceci reste vrai, même pour a négatif. Et finalement, on va considérer un delta positif. Cela signifie que ce terme-ci, si delta est positif, a est négatif avec un moins de vent, eh bien ceci est positif. Et c'est ce qui apparaît ici. Je vais dessiner ce facteur, on voit qu'il est dans les ordonnées positives, puisqu'il est positif, car delta est positif, a est négatif, et avec un moins de vent, cela rend le tout positif. Et donc la parabole, elle est déplacée vers le haut d'un facteur moins delta sur 4a qui est positif. Et cela signifie qu'on a bien deux racines qui apparaissent. Ces deux racines, on les connaît déjà. Je les fais apparaître ici. On a le moins b plus racine de delta sur 2a qui apparaît à droite, donc le x plus, et le moins b moins racine de delta sur 2a, le x moins, qui apparaît à gauche. Et de nouveau, rien ne change. Le sommet de la parabole est toujours donné par moins b sur 2a en abscisse et moins delta sur 4a en ordonnée. De même, on peut de nouveau tracer un axe de symétrie comme on l'a fait dans le cas précédent, avec x égale moins b sur 2a comme équation de l'axe de symétrie qui apparaît ici. Et on pourra faire aussi le même raisonnement et dire que la moyenne des deux solutions se retrouve bien en moins b sur 2a afin de vérifier que la somme de deux solutions d'une fonction du second degré donne bien moins b sur a. Voilà pour cette discussion. Alors évidemment, on n'a pas encore calculé le cas où B est négatif ou C est négatif, on n'a pas commenté tout ça, mais en fait, toutes les conclusions seront toujours les mêmes. On aura toujours une racine lorsque delta est nul, 0 racine lorsque delta est négatif, ce qui signifie que la parabole ne croise jamais l'axe des x, et 2 racines lorsque delta sera positif strictement. Et c'est ce qu'on observera toujours, ainsi que le fait que c'est A, le petit paramètre A, qui gouverne l'orientation de la parabole. Si A est positif, on a une parabole vers le haut. Si A est négatif, on a une parabole vers le bas. Toutes ces discussions sont valables, et sont valables dans un cas tout à fait général, peu importe le signe de ces paramètres. Je te fais un petit résumé de tout ce qu'on a vu dans cette capsule. Donc, à la base, on voulait décrire cette fonction du second degré qui est décrite ici très simplement avec trois paramètres A, B et C, qui est du second degré car x est élevé au carré. Et on a vu, par une transformation algébrique, on a même vu deux transformations algébriques pour y parvenir, que ceci peut être écrit comme ceci, ce qui est beaucoup plus facile à manipuler lorsqu'on cherche à graphiquement interpréter tout ça, puisque ceci, par des transformations graphiques, on peut très facilement le manipuler dans les deux axes du repère orthonormé. On a vu que, peu importe la parabole, ici je prends une parabole par exemple avec un A négatif, puisqu'elle est tournée vers le bas. On sait aussi que son delta est positif, puisqu'elle croise l'axe des x en deux points, donc elle a deux racines. Et son sommet, on sait qu'il est en moins delta sur 4a et en moins b sur 2a. Alors ça, c'est bien conforme avec ce que je viens de dire. Donc si delta est positif et a est négatif, on a bien une quantité au total ici qui est positive. C'est bien pourquoi elle se retrouve dans les ordonnées positives. Et donc on a bien vu que le sommet d'une parabole en toute généralité s'écrit toujours moins b sur 2a, moins delta sur 4a. Ça, on est parvenu à le déterminer très facilement grâce aux transformations graphiques et grâce à l'expression de cette fonction qui apparaît ici. Alors on a vu que dans le cas où delta est positif, eh bien, on a bien deux racines qui sont données, ça on l'a vu algébriquement, par ces deux expressions, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. C'est très important de garder toujours ça en tête, parce que c'est vraiment très utile d'avoir ça en tête pour résoudre des problèmes dès qu'il y a un problème du second degré, ce qui arrive très souvent dans le domaine des sciences et techniques. Eh bien, il faut toujours faire appel à ces solutions. On a vu également qu'il y avait un axe de symétrie qui a pour équation x égale moins b sur 2a et qui apparaît ici, très clairement. Et finalement, on a vu que le signe de A indique l'orientation de la parabole. Si A est positif, la parabole elle est tournée vers le haut. Et si A est négatif, la parabole est tournée vers le bas, comme c'est le cas dans l'exemple qui est donné ici. Alors, je vais te donner un petit exemple concret
avant de clôturer et de repasser au contexte qu'on avait vu initialement, je vais prendre cette simple parabole qu'on a déjà rencontrée hein, dans la capsule précédente et qu'on avait résolue de manière algébrique. On avait vu que cette parabole, elle peut s'écrire, elle peut se factoriser comme ça. Alors ça, si ce n'est pas clair, je te renvoie à la capsule précédente. Hein. Donc je te rappelle qu'il faut calculer le delta et qu'ensuite, une fois qu'on connaît les solutions, qui en l'occurrence donnent -1 et 1 tiers, eh bien on peut factoriser ce polynôme de la façon suivante. On voit ici que le petit a est positif, autrement dit, cette parabole, on s'attend à ce qu'elle soit tournée vers le haut. On voit que le -b sur 2a, donc l'axe de symétrie, il vaut -2 sur 3 fois 2, ce qui fait -2 sur 6, ce qui fait -1 tiers, qui apparaît ici. Le delta sur 4a, il vaut -16 sur 4 fois 3, donc -16 sur 12, ça fait -4 tiers. Il apparaît ici. Donc on a déjà le sommet de la parabole qui apparaît ici. Ensuite, on voit immédiatement que les deux solutions de cette fonction du second degré sont -1 et 1 tiers, qui apparaissent ici. Je trace l'axe de symétrie et finalement, on fait passer la parabole par tous ces points et on trace la parabole associée à la fonction du second degré qui est donnée ici. On voit que toutes nos observations avec ce qu'on a discuté jusqu'ici collent bien à ce qu'on observe. Hein. On a bien deux solutions, une parabole tournée vers le haut, un axe de symétrie en -b sur 2a, et ça permet de caractériser la fonction du second degré tant du point de vue algébrique que du point de vue graphique. Maintenant, revenons au contexte initial. Donc, je te rappelle que notre jeune couple d'agriculteurs cherche à clôturer une partie de leur champ et que la clôture fait 20 mètres et qu'ils se demandent comment obtenir la surface maximale de cette petite parcelle de champ. Et on avait obtenu une fonction de l'aire en fonction de la largeur du pré, ici A, qui dépend du paramètre x et qui est égal à -x carré plus p demi fois x. Alors la question, c'est comment maximiser, comment optimaliser cette R. Alors on voit déjà que cette R, le petit paramètre A ici vaut -1. Donc on sait que cette R qui est en fait donnée par une parabole, hein, puisqu'on a une fonction du second degré, avec un paramètre A négatif, eh bien c'est une parabole qui est tournée vers le bas. Ça tombe bien, ça signifie que son sommet est bien un maximum. Donc on va évaluer le sommet de cette parabole. Et je te rappelle que le sommet d'une parabole, c'est toujours -b sur 2a et moins delta sur 4a. Alors, on va calculer le delta ici, qui vaut b carré moins 4ac. Ici, c'est très simple, puisque le paramètre c est nul. Il n'y a pas de terme indépendant dans cette expression. Autrement dit, le delta est égal à b carré simplement. B, ici, vaut p sur 2. Le périmètre divisé par 2, qui vaut p carré sur 4, quand il est mis au carré. Moins b sur 2a est égal à moins p sur 2 divisé par 2 fois -1, ce qui fait p sur 4. Et moins delta sur 4a est égal à p carré sur 4, hein, qui vaut delta, sur 4 fois -1, ce qui fait simplement p carré sur 16. Maintenant, je vais remplacer ce résultat-ci dans cet encadré, et on a bien donc une abscisse qui vaut p sur 4, et une ordonnée qui vaut p carré sur 16 pour le sommet de la parabole. Autrement dit, l'abscisse de l'endroit où l'aire est maximale, puisqu'il s'agit du sommet de cette parabole, c'est bien l'endroit où l'aire est bien la plus grande, et bien cette abscisse, elle vaut p sur 4, et c'est ce que j'écris ici. L'abscisse telle que l'aire est maximale vaut p sur 4, et donc c'est bien le côté qu'on cherche vaut p sur 4. Autrement dit, il vaut 5 mètres, puisque p, je te rappelle, vaut 20 mètres, hein, puisque la clôture fait 20 mètres. Donc on a x qui vaut 5 mètres pour maximiser la valeur de l'aire. Et on voit immédiatement ici, hein, dans cette équation, que du coup, y vaut p demi moins p sur 4, ce qui fait p sur 4, qui est également égal à 5 mètres. Donc en fait, la mesure du terrain que la fermière cherche à obtenir est en fait un carré, y et x sont égales pour maximiser l'aire qui est présente ici. Si ça avait été un rectangle, l'aire aurait été plus petite. Donc la manière de maximiser l'aire d'un rectangle, c'est en fait d'obtenir un carré. Ici, l'aire maximale vaut en cette abscisse
P carré sur 16. C'est ce qu'on observe ici. C'est la valeur maximale que peut prendre l'air, qui vaut autrement dit 25 mètres carrés. Donc 25 mètres carrés avec une clôture de 20 mètres en ayant une forme rectangulaire, eh bien, c'est la valeur maximale qu'on puisse obtenir. Toute autre configuration donnera une aire qui sera inférieure à cette valeur-ci, et donc moins d'espace pour que les vaches puissent gambader dans cette petite parcelle de terrain. Et en fait, le fait qu'on obtienne un carré, c'est un problème bien connu depuis l'Antiquité, qui s'appelle en fait le problème isopérimétrique, et qui est un problème qui a fasciné les scientifiques depuis des temps immémoriaux, et qui consiste à définir une forme et à vouloir maximiser l'aire de cette forme en fixant le périmètre de celle-ci. Et donc là, on l'a fait dans un cadre assez restreint, qui est le cadre d'un rectangle, et essayer de maximiser l'aire de ce rectangle. Et on voit qu'on obtient en fait un carré. Un carré est la forme rectangulaire qui maximise l'aire de ce rectangle. Cela fait partie du problème isopérimétrique et qui, lui, concerne toutes les formes et qui peut parfois être très complexe lorsqu'on considère des formes bien plus alambiquées. J'espère que cette vidéo sur la fonction du second degré d'un point de vue graphique t'a plu, qu'elle t'a intéressé, que tu as appris des choses. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon travail et à te dire à la prochaine dans Clipedia.